Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Invité Culture. Mon invité ce soir est écrivain, psychiatre et psychanalyste. Son dernier ouvrage, Fatema Al-Mernissi, le fil invisible du féminisme. Plus qu'une biographie, c'est une rencontre entre la psychanalyse et la sociologie. Dans ce livre, Farid El-Mreni tire le fil d'une amitié profonde et d'une collaboration intellectuelle de longue date avec la regrettée Fatema Al-Mernissi. Il nous propose une lecture inédite de la pensée de la sociologue en utilisant la métaphore du tissage et de la broderie comme un langage de résistance. Ahmed Farid El-Mreni nous offre une clé de lecture inédite, celle d'un féminisme qui se brode dans l'intimité pour mieux transformer l'espace public. Ahmed Farid El-Mreni, bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous et merci de votre invitation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Alors j'ai ici entre les mains votre dernier livre, en attendant le prochain qui est en cours. Un hommage que vous rendez à votre amitié avec Fatema Al-Mernissi, Allah yarhamha. C'est un récit d'une amitié profonde, celle que vous avez partagée avec elle. Et vous commencez ce livre par une question qu'elle vous a posée. Donc, Monsieur El-Mreni, votre mère est-elle brodeuse? Parlez-nous de la symbolique de cette question et ce que ça représente pour Fatema Al-Mernissi. Oui, c'était une question surprenante parce que c'était la première fois où je l'avais rencontrée. Et on organisait un congrès de psychanalyse à Fès. Et puis, à mon retour, elle m'avait invité chez elle pour un petit peu voir, parce que Fatema Al-Mernissi était très intéressée par la psychanalyse. Et donc, on en a parlé. Et finalement, en sortant, elle m'a dit, est-ce que votre mère était Tarraza, était une brodeuse? Et c'est une question étonnante à laquelle généralement on ne réfléchit pas. Mais j'y ai pensé par la suite parce que j'ai trouvé sa question intéressante parce qu'elle m'a dit elle-même, sa mère est une brodeuse. Donc la question qui se posait, c'est qu'est-ce que nous ont transmis nos mères par l'intermédiaire de cette broderie. Et puis quand j'avais vu interroger ma mère, Allah yarhamha, sur un petit peu, elle était très heureuse que je puisse lui poser, parce que jamais je lui ai posé des questions sur sa broderie. Et donc elle m'en a parlé, on en a discuté. Et c'était très intéressant parce que l'idée, au-delà d'une broderie comme ça qui sur le plan esthétique est très belle, la broderie de Rabat, la broderie de Fès, enfin chaque région de Azmour, de chaque région, c'est très beau la broderie, cette production féminine bien connue des femmes marocaines de cette époque. Mais la question qui me semblait, qu'est-ce qui se transmet autour de cette broderie qui, au fait, est une écriture. Qui est un héritage finalement. Voilà, c'est un héritage et puis en même temps, on le considérant plus comme un objet esthétique tout simplement, mais comme quelque chose qui s'écrivait, parce que les femmes, quand elles brodaient, elles sont véritablement avec elles-mêmes. Elles se coupent du monde extérieur et puis elles commencent à broder. Et de quoi il est question dans cette écriture quand on est gamin et qu'on tourne autour de ces femmes qui sont en train de broder. Donc je trouve que sa question est importante et qui m'a beaucoup inspiré de fait que j'ai, par la suite, dans un travail qu'elle faisait elle-même sur la question du tissage et des tisseuses de Tasnart, j'avais avec beaucoup d'intérêt entamé ce travail. En tout cas, de cette question est née une complicité intellectuelle. On va revenir au titre de ce livre, donc Fatema Al-Mernissi, le fil invisible du féminisme. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre quand on parle de lien invisible, justement? Est-ce que c'est cette transmission entre les générations de femmes au Maroc? J'étais beaucoup inspiré par ces femmes tisseuses de Tasnart,
parce que le tissage se transmet de mère en fille. Et donc, pour revenir un peu à cette question, qu'est-ce qui se transmet? Et c'est intéressant de considérer que ce qui se transmet est un texte à déchiffrer. C'est un langage. C'est un langage. Juste une anecdote, c'est Mina, qui est une tisseuse à Taznart, etc., qui nous a raconté cela. C'est que quand une fille se marie, dans la tradition à Taznart, elle reste une année dans sa belle famille, avant de retrouver sa propre famille. Mais entre-temps, sa mère, pour avoir des nouvelles d'elle, eh ben, la jeune fille, elle tissait un tapis, elle l'adressait à sa mère. Et c'est comme ça que sa mère savait qu'elle était bien, ou qu'elle n'était pas bien, ou qu'elle avait des soucis, ou qu'elle avait, etc. Donc il y a quelque chose dans l'ordre du secret, d'une transmission, quelque chose qui nous semble invisible, et qui est là, et qui est dans la dimension, et ça c'est une question qui me semble fondamentale par rapport à ce livre, c'est la question du lire. C'est-à-dire que nous passons d'un déchiffrement qui est du côté de la symbolique du losange, la symbolique du zigzag, la symbolique, etc., pour aller vers le déchiffrement, vers quelque chose qui s'écrit. En fait, le fait de tisser, c'est une manière, d'une certaine manière, de lier les pensées. De lier les pensées, mais surtout d'écrire. C'est une clé importante, par exemple, en Occident. La question d'avoir considéré les hiéroglyphes égyptiens par Champollion comme une écriture était une vision qui était folle à l'époque. Les hiéroglyphes étaient des images, et on les a considérés pendant des centaines d'années comme des images symboliques, où chaque image va symboliser. En fait, on a découvert que c'était une écriture. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans cette civilisation importante qui est la civilisation égyptienne. La dimension du lire est au fond de notre culture, juste pour donner une image un peu sur le travail que nous avons, c'est que les patients, quand ils viennent nous voir, souvent ils nous parlent du maktoub. C'est écrit. Et c'est vrai que, bon, on dit que c'est le destin, mais c'est de l'écrit. Et qu'est-ce qu'il y a à lire dans cet écrit? Et c'est vrai que l'islam lui-même, le premier mot de l'islam a été « iqra », lis. Et donc c'est quelque chose de très important dans notre culture, dans notre manière d'aborder les choses et tout ça, quand nous sommes dans la dimension de l'écrit. Et l'écrit est une clé. Quand on est dans cet esprit, il est question d'une clé pour comprendre ce monde, et entre autres ce monde des tisseuses. Comme ça, quand on y va avec cette idée comme ça que le lire est quelque chose d'important. Comment on peut relier justement, pour faire le parallèle, cet artisanat, ce savoir-faire, ce tissage donc authentique à la création littéraire moderne aujourd'hui? C'est une question importante, et c'est là où Fatem Al-Mernissi a été quelqu'un de vraiment important. Si vous voulez, Fatem Al-Mernissi a eu une première étape où elle a écrit ses livres qui sont très importants, qui sont Rêve de femme, le harem politique, La femme dans l'inconscient musulman, etc., Sexe, idéologie, islam. Enfin, il y a eu toute une série de livres très, très importants. Et puis, à partir des années 90, elle a eu une étape qu'elle a appelée la caravane civique, où justement, elle est allée voir un peu le Maroc profond. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à travailler avec les tisseuses de Taznart depuis 1984. Où elle allait revoir, elle avait des amis. Pour elle, ce n'est pas juste des tisseuses, etc. Elle avait Ija, elle avait Fatna, elle avait, etc. C'est par leur nom qu'elle... et donc, qu'elle invitait à Rabat régulièrement et tout ça. C'est comme ça que je les ai connues, toutes ces tisseuses. Et c'était intéressant de dire, Fatem Al-Mernissi a proposé les tapis de rêve que l'on voit dans l'artisanat actuellement et dans le commerce, qu'elle a appelé les tapis de rêve. Le tapis de rêve, là, c'est un travail auquel
qu'on a fait en collaboration et qui consistait à dire envoyez-nous un texte écrit, à l'époque c'était par fax, et puis essayez de faire un tapis à côté, pour voir un petit peu comment les choses... Et c'est ce qu'elle a appelé les tapis de rêve, c'est-à-dire nous sommes sortis d'une tradition de l'identique vers quelque chose qui est dans l'ordre de la création. Et c'était important pour Fatima Al-Mernissi de ce harem, c'est ce qu'elle appelle un harem, c'est-à-dire un lieu d'enfermement des femmes où elles tissent, mais finalement on ne la voit pas dans l'espace public. Elles tissent, et à partir de là, ces femmes commençaient dans ces tapis de rêve à signer leur tapis. C'est-à-dire le tapis avait sa créatrice. Et c'est comme ça qu'on est passé de l'artisanat à l'art. L'artisanat est un produit collectif reconnu dans une région. Et là, Fatima Al-Mernissi est allée dans cette aventure pour justement faire émerger la tisseuse en tant que personne qui a fait ce tapis. Et là, c'est extraordinaire parce que du coup, on voit le tapis autrement. Par exemple, à Rabat, on avait fait organisé un café dialogue où on invitait les tisseuses. Et le tapis, du coup, n'était plus par terre. Il était accroché au mur. Et la tisseuse parlait de son tapis, lui donnait une histoire, etc. Donc des mots projetés sur un tapis qu'on avait du mal à déchiffrer, etc. Et donc c'est toute l'émergence en même temps de la tisseuse qui parle de son tapis. Et là, nous rejoignons progressivement la question de l'art. De comment, parce que même au niveau de l'art, au niveau du début de la peinture, par exemple, avec des gens comme Farid Belkahia, etc., on a commencé par les signes, par des choses très artisanales, et puis on est passé à la création, c'est-à-dire à l'individuation du produit. En tout cas, je vais vous interpeller maintenant sur un paragraphe où vous parlez de la jeunesse et vous parlez spécifiquement de la dette. J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu tout ça. Alors, la nature de la dette sur le plan psychique est un facteur qui donne la possibilité ou non de dialoguer. En effet, quand nous sommes écrasés par une dette, nous ne pouvons pas dialoguer librement car nous éprouvons la nécessité de l'honorer. C'est le cas de l'adolescent qui pense devoir la rembourser. Cette dette de nature imaginaire peut provenir de phrases des parents telles que celle-ci. Combien nous nous sommes sacrifiés pour toi, c'est ainsi que tu nous récompenses. Si la relation des parents à leurs adolescents reste emprisonnée dans ce schéma de donnant-donnant, elle risque de donner lieu à un monologue sans que les parents comprennent pourquoi l'adolescent refuse de s'exprimer. Avant de conclure sur ce livre, j'espérais quand même qu'on s'intéresse à ce paragraphe qui me semble important puisqu'il s'adresse à la jeunesse. Ça, c'est une observation clinique. C'est quelque chose que nous voyons dans notre clinique. Cette dimension de la dette, il y a la dette réelle, il y a la dette imaginaire, il y a la dette symbolique. Et donc, nous sommes tous pris par une question de la dette vis-à-vis des parents, ce qui est normal. C'est eux qui nous ont mis au monde et c'est eux qui nous ont élevés et qui se sont quelquefois même sacrifiés pour l'avenir de leurs enfants. Seulement, il y a eu un grand changement à ces niveaux-là. Avant, on vous identifiait par rapport à votre famille, par rapport à votre enracinement. On disait, mais vous êtes fille de qui? Et vous êtes fils de qui? Le nom de famille, etc. Et de plus en plus actuellement, dans ce monde que nous vivons, les jeunes se réfèrent beaucoup à leur fils ou à leur fille, parce que tout le monde leur demande, alors qu'est-ce que fait ta fille? Alors qu'est-ce que fait ton fils? Dans quelle école il va? Est-ce qu'il a réussi? Est-ce qu'il a, etc. Et donc les enfants se sentent fiers par rapport au succès de leurs enfants. Et c'est une question qui est un poids important pour l'enfant parce que les parents se sentent fiers, c'est ça? se sentent fiers de leur fils quand il a de bonnes notes, mais quand il a de mauvaises notes,
C'est compliqué pour les parents parce qu'ils ont tout donné pour leurs enfants, ils se sont sacrifiés pour lui, etc. Donc ils attendent un retour. Alors, jusqu'à un certain degré, c'est un peu normal, c'est un peu la dette. Mais quand on est dans une dette imaginaire, on s'enferme dans un système où, donnant. J'ai fait tout pour toi, alors tu dois m'honorer et tu dois me rembourser cette dette symbolique, etc. En étant le premier, en étant ceci, etc. Alors, pour les enfants, c'est un poids important. Hein, c'est quelque chose où ils n'arrivent pas à fabriquer leur propre désir dans la vie et ce sont le désir parental qui prend le pas. Hein, et c'est compliqué pour la maturité de l'adolescent et pour son développement. Donc c'est des parents qui vivent aussi à travers leurs enfants, leurs rêves inachevés. C'est ça, c'est ça. Ce que je n'ai pas fait moi ou ce que je n'ai pas réussi, eh ben, c'est mon enfant qui va le réussir et du coup, on ne donne pas de place au désir de l'enfant. Lui, qu'est-ce qu'il veut et on ne l'entend plus. Mais la dette symbolique, c'est autre chose. Ce n'est plus un système qui enferme. La dette symbolique, c'est je t'ai donné et tu feras la même chose avec tes propres enfants. C'est la bonne dette à avoir, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Merci à vous, Ahmed Farid El-Mreini. C'était un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Merci. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes en train d'écrire un livre qui va sortir très bientôt, qui s'appelle L'Entre-deux langues, n'est-ce pas? Oui. Et j'aurai le plaisir de vous accueillir pour en parler à nouveau. Merci à vous. Avec plaisir. C'est un réel plaisir. Merci à vous. Fin de l'invité culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.